Bonjour à toutes et à tous, merci de partager ce moment avec nous sur Angers Télé. Cette semaine, dans votre magazine économique, nous vous proposons un coup de projecteur sur une profession qui compte près de 10 000 représentants dans notre pays et sur un secteur d'activité qui emploie près de 57 000 personnes. Ce secteur d'activité, c'est celui du notariat que nous allons mieux vous faire connaître. Nous profiterons également de la présence de nos deux experts en plateau pour nous intéresser au marché de l'immobilier, puisque vous le savez très certainement, les transactions immobilières doivent passer obligatoirement par un notaire. Deux invités sont donc présents parmi nous pour ce nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou. Tout d'abord, maître Anne-Claude de Bavière, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire associé à Baugé en Anjou. Vous êtes également délégué à la communication pour la Chambre interdépartementale des notaires. J'ai également le plaisir d'accueillir maître Jean-Maurice Labbé. Bonjour, bienvenue également à vous. Bonjour. Vous êtes notaire associé à Angers. Vous êtes président de cette Chambre interdépartementale des notaires. Alors, on va d'abord rappeler quelques chiffres sur le nombre de professionnels que vous représentez. Chambre interdépartementale des notaires, c'est 3 départements, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe. Tout à fait. Notre chambre interdépartementale comprend ces 3 départements. Et sur ces 3 départements, nous sommes 256 notaires. Et nous avons à peu près 1500 collaborateurs qui sont répartis dans tous ces offices du territoire de la Cour d'appel. Parce qu'il y a effectivement les notaires, on le verra bien, puis un certain nombre de collaborateurs qui les accompagnent au quotidien. Une structuration qui englobe 3 départements, c'est lié à la Cour d'appel de Maine-et-Loire, la Cour d'appel d'Angers, voilà. Tout à fait, c'est lié à la Cour d'appel d'Angers. Notre territoire est réparti entre différentes cours d'appel. Et pour la Cour d'appel d'Angers, effectivement, nous avons 3 départements et nous sommes regroupés en chambre interdépartementale. Bon, on va faire un peu de pédagogie. Maître Bavière, vous nous rappelez les missions essentielles d'un notaire ? Alors, le notaire est un officier public qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise privée. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des chefs d'entreprise. Nous faisons fonctionner nos études et nous exerçons une mission de service public. Les missions principales et les plus connues des notaires vont éventuellement, bien sûr, toucher à l'immobilier, mais nous intervenons dans l'ensemble des domaines d'activité et des domaines de la vie de nos concitoyens. Nous sommes là pour les aider, pour les épauler, pour les sécuriser dans l'ensemble des actes de la vie juridique. On va parler bien entendu des contrats de mariage, on va parler des acquisitions immobilières, on va parler d'adoption, on va parler bien entendu de séparation, de divorce, de succession, de transmission, de création d'entreprises. Tous les domaines d'activité peuvent pratiquement être sécurisés par le biais de l'intervention d'un notaire. Maître Saulnier, que l'on retrouvera tout à l'heure pour un reportage sur l'acte électronique, explique que vous travaillez avant tout sur de l'humain. Est-ce que c'est une définition qui vous convient bien ? Ça nous convient très bien, puisque effectivement, le rôle du notaire, même si effectivement nous établissons énormément d'actes authentiques tous les ans, puisque c'est pratiquement 4 millions d'actes que le notariat français produit chaque année, mais nous avons en amont de cette production d'actes une mission de conseil. Et donc la mission de conseil, eh bien évidemment, c'est le contact avec l'humain, le comprendre, savoir d'où il vient, ce qu'il souhaite, quel est le contexte de sa famille, quel est le contexte de son entreprise. Et cet aspect humain, nous souhaitons le transmettre et surtout à ces jeunes notaires qui s'installent, leur expliquer que c'est bien la théorie, qu'il faut avoir des connaissances, mais qu'il faut absolument avoir cette dimension humaine dans la relation avec le client. Maître Bavière, c'est vrai que vous nous citiez les moments où vous intervenez dans la vie de tout un chacun. Il y a des moments heureux, un contrat de mariage par exemple, mais il y a des moments un peu délicats, difficiles. On parle d'une succession. Ça veut dire qu'il faut faire preuve de psychologie. Il y a parfois des choses un peu compliquées à annoncer. Bien entendu, 20 millions de personnes pousse chaque année la porte des notaires de France. Donc nous recevons effectivement énormément de personnes dans des situations très, très variées. Tout notre travail et toute la pédagogie du notaire est effectivement de s'adapter à chaque personne, à chaque situation, de savoir trouver les mots pour que cet accès au droit puisse avoir lieu, que chacun puisse comprendre. Nous évoluons dans un nombre de normes qui évoluent et qui se complexifient en permanence. Tout notre travail, je pense, effectivement, est dans cet accès au droit que nous devons donner à ces 20 millions de personnes qui sont 20 millions de situations différentes, de cas différents, de personnalités différentes et qu'il va falloir effectivement sécuriser, rassurer, conseiller. Bon, vous êtes des femmes et des hommes de loi. Question très concrète. Maître Labbé, comment devient-on notaire ?
Comment devient-on notaire? Eh bien, on devient notaire après 7 années d'études, après le bac, avec une voie universitaire et une voie professionnelle, sachant qu'il y a une base à avoir, il faut obtenir un Master 1, et ensuite, après ce Master, eh bien, il y a 2 voies qui s'ouvrent aux étudiants pour permettre d'accéder, après 2 années de stage et de formation complémentaire, au diplôme de notaire. Bon. Comment ça se passe pour l'installation? Est-ce qu'il y a des règles du jeu à respecter ou est-ce que, au contraire, vous êtes une profession libérale, vous vous installez où bon vous semble? Alors non, nous sommes une profession réglementée. Nous exerçons notre activité dans un cadre certes libéral, mais notre profession est réglementée. Et donc aujourd'hui, c'est le garde des Sceaux qui procède à la nomination des notaires qui souhaitent s'installer. Alors il y a évidemment une évolution qui va se faire certainement dans les prochains mois pour tendre sur certaines zones dites carencées du territoire, où on manque de notaires. Où on manque de notaires, tout simplement, et où, sous contrôle néanmoins, sous contrôle du garde des Sceaux, il y aura une cartographie qui sera établie et qui facilitera l'installation des notaires, puisque nous sommes aujourd'hui presque 10 000, mais on se rend compte que la demande est très forte, qu'il faut répondre à cette demande et qu'il faut être présent sur le terrain. Maître Bavière, vous nous l'expliquiez il y a quelques instants, il y a environ 20 millions de personnes qui côtoient chaque année les notaires sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais qu'on revienne sur une opération que vous avez lancée voici quelques mois qui permettait au grand public finalement d'aller à la rencontre des professionnels que vous êtes le samedi matin dans les cafés. C'était une façon de désacraliser, entre guillemets, j'y mets beaucoup de guillemets, votre profession? Voilà, alors l'opération qui s'appelle l'opération Conseil du Coin, qui est une opération nationale, bien entendu, qui maintenant a été lancée depuis plusieurs mois, consiste effectivement à se mettre à la disposition du public un samedi matin par mois, le premier samedi matin de chaque mois, dans des lieux qu'on a voulu conviviaux, faciles d'accès, c'est-à-dire des cafés, où effectivement nous sommes à disposition de l'ensemble des clients qui souhaitent avoir des consultations que nous donnons gratuitement. L'objectif, et ça marche, hein. Ça marche très très bien, ça marche très très bien sur l'ensemble du territoire. Nous recueillons un accueil favorable. Je sais même qu'au dernier Conseil du Coin, on n'a pas pu recevoir effectivement à Angers l'ensemble des personnes qui s'étaient déplacées, effectivement, puisqu'il y avait beaucoup de demandes. L'objectif de la profession, c'est bien entendu de communiquer sur notre accessibilité, de communiquer sur notre cœur de métier et de toucher tous ces gens qui effectivement n'osent pas pousser la porte d'un office notarial. Ça peut être impressionnant, ça peut être, on peut avoir peur effectivement des frais que cela va engendrer, de la complexité du monde auquel on va accéder. L'idée, c'était effectivement de venir à la rencontre du public parce que vraiment, je suis profondément convaincue qu'absolument tout le monde à un moment dans sa vie a besoin des conseils d'un notaire, et pour en prendre conscience et pour faciliter cet accès, nous avons fait cette démarche que nous allons donc poursuivre bien entendu dans les prochains mois. Puisque ça marche bien. Alors vous parliez de cette image ou des a priori qu'il peut y avoir sur votre profession. On va prendre un cas concret, Maître Labbé. Dans le cadre d'une transaction financière, il y a ce qu'on appelle les fameux frais de notaire. On va faire un peu d'arithmétique avec vous. Prenons le cas d'un bien immobilier qui se monte à environ 200 000 euros. Les frais se situent entre 7 et 8%. Il n'y a pas besoin d'être un expert en calcul pour dire qu'il va falloir pour le propriétaire débourser 15 000 euros, mais ce ne sont pas 15 000 euros qui vont dans la poche des notaires. Voilà, tout à fait. Il y a un travail important de communication qui est à faire, que nous avons commencé, mais qui est encore à approfondir, pour expliquer aux gens que le rôle du notaire, lorsqu'il rédige un acte, c'est d'assurer bien évidemment la sécurité de cet acte, mais il doit aussi percevoir une provision sur frais d'acte, alors improprement appelée frais de notaire, c'est pas une belle expression, je préfère celle de frais d'acte, parce que tout simplement, dans ces frais d'acte, vous avez une partie qui correspond à la rémunération de l'office notarial. La rémunération de l'office notarial, c'est des collaborateurs, c'est du matériel, ce sont des locaux. Et c'est environ combien? 1% alors, de la transaction? Voilà, c'est à peu près 1% des capitaux. Donc vous preniez l'exemple d'une vente, par exemple, sur une base de 200 000 euros, vous avez à peu près 2 000 euros hors taxe d'émolument pour rémunérer l'office notarial. Et la différence, sans entrer dans le détail, c'est ce qu'on peut appeler des prélèvements obligatoires qui sont répartis au bénéfice de l'État, du département, de la commune. Donc il est important d'être extrêmement transparent vis-à-vis de nos concitoyens pour leur expliquer que nous avons ce travail de perception de frais
que nous en gardons une partie, infime partie, et que le reste, eh bien, c'est pour rémunérer différentes collectivités. Bon, on va prendre la direction des Rosiers-sur-Loire, si vous le voulez bien, pour montrer que eh bien, les notaires savent vivre avec leur époque. On va parler de l'acte électronique. Et pour bien comprendre les enjeux de cet acte électronique, eh bien, je vais vous inviter à vous plonger, et le mot n'est pas trop fort, dans les archives de cette étude avec des documents qui, pour certains d'entre eux, datent du début du siècle dernier. Pour bien comprendre l'intérêt de l'acte électronique, il faut se rendre dans les archives de cette étude notariale des Rosiers-sur-Loire. Ici sont entassés des milliers et des milliers de documents, dont les plus anciens remontent au début de l'année 1906. En théorie, les notaires doivent conserver les actes 75 ans et les confier ensuite aux archives départementales. Mais faute de place, ce dépôt légal n'est aujourd'hui plus systématiquement effectué. Pour compliquer un peu plus la donne, les documents, qui se résumaient à quelques feuilles de papier au début du siècle dernier, avoisinent désormais allègrement la centaine de pages. Du coup, la numérisation des actes s'est imposée logiquement chez les notaires. Pour nous, c'est effectivement une efficacité dans le travail, plus de rapidité dans le traitement des dossiers. C'est ce à quoi on doit arriver justement pour pouvoir servir le client le plus rapidement possible. Ça n'est pas encore une obligation légale, mais je dirais dans 99% des cas, c'est quelque chose qui est extrêmement bien perçu par les clients. Ils savent que c'est sécurisé, c'est simple comme formalisme, et les résultats eux-mêmes, ils auront quand même un acte de propriété bien établi. Donc c'est très bien perçu et je ne pense pas qu'on ait beaucoup de réticences. Tous les actes numérisés sont ensuite stockés dans un site spécialisé implanté à Aix-en-Provence. Bien évidemment, comme il s'agit de documents sensibles, toutes les précautions ont été prises pour les protéger. Il y a tout un système de codage, d'accessibilité à ce site. On peut penser que tout a été fait pour que cette sécurité-là soit au maximum. C'est notre métier, la sécurité juridique, donc on ne peut pas s'amuser avec ça. En 2016, on estime qu'environ 75% des études notariales en France devraient être équipées de ce dispositif de numérisation de leurs actes. Alors, Maître Labbé, on a bien compris dans ce reportage que pour l'instant, cet acte électronique n'était pas une obligation, mais très franchement, ça va le devenir. Oui, on peut considérer que dans les mois et années à venir, l'acte électronique sera totalement répandu. Les offices notariaux sont en train de s'équiper du dispositif pour permettre la réalisation de cet acte électronique qui est certainement pour nous, la profession, et également pour nos concitoyens, quelque chose de positif puisqu'il permet de donner de la convivialité à un rendez-vous, il permet de simplifier les formalités de procédures de signature qui sont longues. Vous l'expliquiez tout à l'heure, nos actes aujourd'hui sont très importants, les diagnostics immobiliers. Il y a une véritable inflation. C'est une inflation et lorsqu'il s'agit de faire signer ou parapher 150 ou 200 pages à des clients, surtout lorsqu'ils sont nombreux autour de la table, c'est compliqué. La signature électronique, c'est sur la tablette, 2 signatures, une pour l'acte authentique en lui-même et une seule pour toutes les annexes. Bon, on va maintenant parler, si vous le voulez bien, du marché immobilier. D'abord une précision. À partir du moment où il y a une transaction immobilière, ça passe obligatoirement par une étude notariale ? Voilà, tout ce qui touche au fichier immobilier et tous les actes qui doivent être publiés à la conservation des hypothèques doivent être reçus par acte authentique, donc par notaire, effectivement, pour ensuite avoir accès à la publicité foncière. Maître Bavière, est-ce que vous avez quelques chiffres sur le nombre de transactions immobilières qui passent par la chambre interdépartementale ? Alors, sur les derniers mois, le nombre de transactions est constant. On a un volume qui, depuis le début de l'année, a légèrement augmenté sur l'ancien. Le neuf est peut-être un petit peu plus en recul, mais effectivement, je pense qu'il était très intéressant de signaler que le département du Maine-et-Loire et plus largement notre chambre interdépartementale est exactement dans les moyennes nationales. Autant au niveau des volumes des transactions que des prix pratiqués, nous sommes une région représentative du marché national. Bon, Maître Labbé, quand on s'intéresse à ce marché, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. C'est un marché très cyclique. Aujourd'hui, on en est où dans le marché de l'immobilier ? Le marché immobilier a connu une progression extrêmement forte sur une dizaine d'années, jusqu'en 2007 à peu près, époque où la crise des subprimes a entraîné un séisme qui a occasionné
il faut le dire, un effondrement donc, du marché, baisse des transactions, baisse des prix. Cette période a été compliquée. Il y a une reprise qui s'est faite en 2011 parce que c'était la fin d'avantages fiscaux, je pense notamment aux plus-values immobilières, qui ont fait que le notariat a réalisé et concrétisé plus de ventes. Et puis ensuite, on est redescendu sur des périodes de baisse de prix. Et je dirais qu'aujourd'hui, si on est toujours sur une tendance baissière de prix, cette baisse semble se cantonner, se stabiliser de par un certain regain de volume des transactions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est, puisque vous êtes très au fait de ces transactions, est-ce qu'on est revenu, Maître Bavière, à des niveaux de vente qui sont, j'allais dire, plus conformes au marché, aux réalités du marché? Parce qu'à certains moments, on parlait de ce qui s'est passé avant 2007, on était entre guillemets, dans une bulle immobilière. Voilà, donc effectivement, on peut considérer qu'il y a eu un phénomène de bulle immobilière qui a explosé. Le marché immobilier s'est fortement dégradé dans les mois qui ont suivi. Aujourd'hui, on est revenu sur un marché qui est quand même toujours aujourd'hui dominé par les acquéreurs. Tant que nous n'aurons pas évacué tous les volumes... Donc très clairement, ce sont eux qui tiennent les rênes en ce moment. Aujourd'hui, on est quand même plutôt sur un marché qu'on peut qualifier effectivement d'avantage pour les acquéreurs. Et tant qu'effectivement on n'aura pas évacué les volumes de transactions qui ont pris du retard, on aura du mal effectivement à avoir un alignement des prix par rapport à la réalité du nombre de transactions qui sont réalisées. Les taux d'intérêt n'ont finalement pas augmenté tant que ça. C'était assez redouté au début d'année, ce qui a effectivement conduit à peut-être plus de transactions sur le premier semestre de cette année. On constate que la hausse a été somme toute assez maîtrisée et il n'est pas du tout évident qu'elle va se concrétiser. Donc les taux d'intérêt restent extrêmement intéressants sur des prix, on le disait, qui se sont quand même stabilisés, qui ont donc effectivement bien baissé. Je pense que les conditions sont réunies pour que le marché puisse continuer à évoluer de façon positive. Alors, au moment de la transaction et au moment des négociations ou des discussions, vous avez face à vous les deux interlocuteurs, le vendeur et l'acheteur. On va se mettre du côté vendeur et puis ensuite on passera côté acheteur. Quand on est vendeur, quel est les conseils que vous pouvez donner, vous, les professionnels, à des gens qui sont propriétaires d'un bien ? Il ne faut pas être trop gourmand, c'est ça ? Voilà. En fait, il faut expliquer quels sont les intérêts de chaque côté. Le vendeur a ses propres intérêts à défendre, l'acquéreur a ses propres intérêts à défendre. Pour autant, le vendeur qui vend doit savoir que les conditions du marché aujourd'hui ne vont pas lui permettre sans doute d'obtenir le prix, et même certainement le prix qu'il aurait obtenu il y a quelques années. Alors, c'est à nous de faire preuve de pédagogie parce qu'on explique au vendeur qu'aujourd'hui il vend, mais il va être acquéreur demain. Et qu'il va profiter en tant qu'acquéreur, en prenant cette casquette d'acquéreur, finalement de ces prix qui sont devenus accessibles. Mais effectivement, c'est difficile psychologiquement de faire comprendre à quelqu'un qui veut vendre son bien que le marché est différent parce que son bien, pour lui, il vaut toujours beaucoup plus cher que n'importe quel autre bien. Alors, quand on passe de l'autre côté de la barrière, qu'on devient acheteur, est-ce que la consigne est la même en disant ne soyez pas trop gourmand? Si un bien vaut 200 000 €, n'essayez pas de l'acheter à 160 000, par exemple? Alors, c'est là où il faut faire preuve aussi d'une certaine pédagogie pour expliquer que nous avons des outils dans la profession qui nous permettent de constater l'évolution des prix, et un acquéreur, on n'hésitera pas à lui dire que ça n'est pas parce que le marché immobilier est compliqué aujourd'hui qu'il faut faire une proposition abusive dans un sens excessif parce que la rencontre entre le vendeur et l'acquéreur, l'offre, ne se fera pas. Alors, quand on est propriétaire d'un bien immobilier, il faut trouver, j'allais dire, le juste prix, c'est-à-dire le prix qui correspond à ce que j'appelle les réalités du marché. Comment on fait pour déterminer ce prix? Est-ce qu'on peut, par exemple, faire appel à votre expertise? Quand je dis vous, c'est l'expertise, bien évidemment, des notaires, puisque vous êtes toutes les transactions passent par vous, donc vous avez une véritable photographie de ce qu'est le marché. Voilà, alors bien entendu, nous sommes à la disposition de l'ensemble de nos clients pour procéder à des évaluations immobilières. Nous avons d'autre part des outils qui ont été mis en place par la profession, qui sont des outils statistiques, qui nous fournissent les données sur l'ensemble du territoire à un moment donné. Ils nous donnent un reflet exact du marché immobilier, même au niveau des avant-contrats, puisque nous avons un fichier qui est alimenté même au stade des compromis, si vous
voulez, ou des promesses de vente, ce qui nous donne un regard pratiquement 3 mois à l'avance sur les transactions qui vont se faire à suivre. Donc, bien entendu, le notaire est un référent, bien entendu, à disposition du public pour connaître et faire évaluer les biens. Ça fait partie des missions et des services que nous rendons, bien entendu, à nos clients. Quand on consulte toutes les publications immobilières, on voit à chaque fois ce titre « C'est le moment d'acheter ». Et on le voit systématiquement. Alors, est-ce qu'il y a des bons moments ou des moins bons moments pour acheter ou pour vendre, Maître Labbé ? C'est un petit peu difficile. On va dire qu'aujourd'hui, la tendance est assez favorable aux acquéreurs. Les acquéreurs ont retrouvé quelque part un pouvoir d'achat avec, comme l'expliquait... on est peut-être revenu à des prix plus justes. Voilà, on est revenu à des prix plus cohérents. La hausse dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était pratiquement de 10% par an pendant une dizaine d'années, qui était une folie totale, eh bien aujourd'hui, on retombe sur terre et on a un marché qui reflète la réalité économique de notre pays, un pouvoir d'achat qui est plus compliqué, la stabilité de l'emploi est plus difficile à obtenir. Et donc, il faut prendre conscience de ces éléments-là et puis également se dire que des taux d'intérêt sont aujourd'hui extrêmement accessibles. Il y a un petit peu de pouvoir d'achat redonné à nos concitoyens avec ces taux bas, des prix qui sont renégociés plutôt à la baisse. Donc, ma foi, effectivement, c'est une période qui est favorable pour les acquéreurs. Bon. Et notamment, ce qu'on voyait moins, effectivement, ces dernières années, les primo-accédants. Les primo-accédants reviennent sur le marché, ont à nouveau et heureusement accès au marché. C'est toujours bon signe. Nous sommes toujours, bien entendu, très heureux d'accompagner des jeunes gens dans leur première acquisition immobilière. Je pense qu'effectivement, plus on peut acheter tôt, plus effectivement, l'avenir des évolutions du patrimoine immobilier de la famille sera sécurisé. Donc c'est, je pense, assez significatif de constater que les primo-accédants, depuis près d'1 an et demi, reviennent en force sur le marché des acquéreurs. Et on sait que maintenant, il y a un parcours immobilier avant d'acheter sa maison pour 20 ou 30 ans. Maintenant, voilà. Au bout de 10 ans, on la revend pour acheter quelque chose de plus conséquent. Est-ce qu'il y a encore, Maître Labbé, des endroits où les prix n'ont pas bougé parce que, on appelle ça parfois le triangle d'or à Angers ou d'autres rues, où les prix n'ont pas baissé parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres? Oui. Alors, il y a des secteurs préservés, entre guillemets. Oui, il y a des secteurs qui ont été moins impactés que d'autres, c'est certain. Vous parlez du triangle d'or sur Angers, il a été moins affecté, mais il a subi malgré tout une baisse aussi. Donc, je crois que le critère, évidemment, du choix de l'investissement, c'est avant tout l'emplacement. Et l'emplacement est effectivement à surveiller. La baisse des prix a été beaucoup plus significative en périphérie de ville. Notamment, je pense à un certain nombre de jeunes qui sont partis il y a quelques années à 30 ou 40 km de la ville d'Angers, alors que leurs intérêts d'emploi étaient sur Angers ou la périphérie, eh bien, qui effectivement ont subi une perte de pouvoir d'achat avec des trajets à faire et avec des prix d'immobilier qui se sont tassés de façon beaucoup plus sensible à l'éloignement des centres-villes. 15 secondes de réponse, Maître Labbé, pour conclure cette émission. Le placement immobilier, dans un contexte compliqué que l'on connaît, ça reste un bon placement? Oui, le placement immobilier reste un bon placement parce qu'aujourd'hui, il y a une incertitude sur les placements financiers. Je ne vais pas vous détailler la question. Et aujourd'hui, quand on sait que l'espérance de vie est en augmentation forte, que le pouvoir d'achat, malheureusement, des gens qui arrivent à la retraite ne sera pas en augmentation, le placement immobilier reste une valeur refuge et qui permet, au moment où la retraite arrive, éventuellement un arbitrage, c'est-à-dire une vente, pour disposer de capitaux qui permettront de compléter une retraite, une pension de réversion. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Et puis merci également à vous, les téléspectateurs d'Angers Télé, pour votre attention. À très bientôt.